Donc pour la dernière séquence de la journée, on s'est posé la question suivante. L'autodétermination, on veut passer des intentions aux actes. Ok, mais alors ce mot compliqué d'autodétermination, là, concrètement, comment on peut faire pour le mettre en œuvre? Pour traiter cette question compliquée, on invite Noémie Nolot, on invite Julia Boivin et on invite Natacha Été. Je vais faire un truc. Bienvenue à toutes les trois. La pince est un peu petite ou quoi? Bien, on finit notre installation plateau. Et on est à vous tout de suite. Donc, Julia Boivin est consultante et vice-présidente du Conseil de l'engagement des usagers à la Haute Autorité de Santé. Natacha Été est formatrice en autisme. Elle est responsable régionale de l'offre de services à APF France Handicap. Elle est également impliquée dans plusieurs associations, dont Asperger Lorraine et le collectif Groupe d'Action Autisme au Féminin. Noémie Nolot est de son côté conseillère autonomie à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et elle est secrétaire générale de l'association Handidactique que préside Pascal Jacob, dont vous avez certainement entendu parler pour ses travaux sur l'accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap. Voilà. Je vous laisse la parole à toutes les trois. L'autodé au concret, comment on peut relever ce vaste défi? À votre écoute, mesdames. Okay. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup Alain Créaille pour cette invitation. On essaiera, comme nos prédécesseurs l'ont fait, d'être accessible dans nos propos et on vous invite à nous le faire savoir si on n'était pas clair. Levez la main, faites-nous coucou. On est là pour échanger avec vous. Et peut-être commencer juste par nous présenter d'une manière peut-être un peu différente et peut-être assez personnelle. Mais justement pour peut-être vous montrer des parcours un petit peu aussi global. C'est-à-dire on n'est pas juste un professionnel dans la vie, on n'est pas juste une personne handicapée. Le handicap n'étant pas une identité. Et je pense que ça concerne en vérité absolument tout le monde dans cette salle. Donc oui, je suis Noémie Nolot, je suis conseillère à l'Agence régionale de santé et membre de d'Handidactique. Je suis aussi une personne qui a été formée à l'autonomie, qui vit à domicile, qui manage, parce que moi je vais employer des termes un peu provocateurs et ce sera fait exprès. Mais je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent avec handicap autonome sont des managers en fait en puissance, mais on a appris ça. Donc je manage des équipes à domicile avec plusieurs services parce que 24 heures d'aide sur 24, ça suppose pas mal de monde. Et puis je suis une sœur, je suis une marraine parce que ça a été important pour moi ce rôle. Donc j'ai 4 filleuls que j'emmène en vacances et je vous laisse imaginer le travail que ça suppose d'organisation, de préparation, d'anticipation, de transport non adapté, de personnes pas présentes pour aider comme on l'avait prévu, et de créativité aussi pour répondre à tout ça. Et voilà, peut-être j'avais envie de me présenter un peu à vous comme ça. Je suis une fille aussi, et quelqu'un tout à l'heure a posé la question de comment on fait avec ses parents. Moi, je suis très curieuse d'en parler avec vous aujourd'hui, parce qu'effectivement, je pense que, peut-être pour introduire, l'autodétermination, c'est quand même un chemin, et que beaucoup de choses reposent sur les personnes qui vivent avec handicap dans les chemins qui les concernent, et peut-être d'emmener ou d'entraîner la roue pour d'autres personnes qui suivront avec elles ce chemin. Donc du coup, je suis Julia Boivin.
Donc, je suis consultante formatrice autour de la question de l'autodétermination, de plus en plus conscientante et de moins en moins formatrice. J'y reviendrai. Mais donc, je suis aussi chef de projet, et j'y reviendrai aussi, chef de projet national dans l'Académie des experts d'usage, portée par la Fédération Paralysie cérébrale en France, et un projet qui vise à effectivement former, monter en compétences les adultes vivant en femmes et en masse ayant une paralysie cérébrale, les former pour aller intervenir dans les écoles de travail social sur la question plus du témoignage outillé, que moi j'appelle témoignage outillé, et moins un témoignage narration de parcours de vie. Voilà, on y reviendra, et puis je prendrai mes exemples aussi de terrain d'un projet que j'accompagne depuis 2 ans et demi, l'association Envomedia à Paris, un projet qui s'appelle Pouvoir d'agir et innovation organisationnelle. On a formé personne, c'était un choix. Mais on a réuni 2 ou 3 résidents en femmes et en masse, avec une animatrice extérieure et des facilitatrices. Et on leur a juste demandé qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre quotidien. Et petit truc en plus, le directeur avait 10 jours pour le mettre en place. Voilà. Et donc, ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Ça marche. On verra que ça gratte un peu, pas trop du côté des personnes et compagnie, plutôt du côté des pros, bizarrement. Et donc voilà, j'aurai 2-3 petites histoires à vous raconter. Et voilà, donc on est vraiment sur comment on rend opérationnel le concept d'autodétermination et comment on arrête d'en parler et comment on en fait un peu plus. Merci. Donc, je vais aussi me présenter très rapidement. Donc, Natacha Été. Je suis effectivement formatrice principalement dans le domaine de l'autisme et de l'autodétermination. Je suis responsable du développement et de la transformation de l'offre de services pour APF France Handicap. Vaste programme, et aussi militante engagée dans plusieurs associations de défense des droits des personnes en situation de handicap, donc notamment une association qui s'appelle PAHARI et une association qui s'appelle Asperger Lorraine. Et puis, jusque très récemment, j'étais aussi secrétaire dans un groupe d'entraide mutuelle TSA. Voilà. Je vais te laisser introduire et définir. Vas-y. Oui, alors l'autodétermination, à un moment, il va falloir qu'on pose une petite définition. Et on se dit que c'est un bon moment pour faire ça. Parfait, en régie, nickel. Parfait, il n'y a même plus rien à demander. Ah, et en plus, on a une télécommande qui marche. Parfait. Donc, on va faire très simple, mais en même temps, un peu corsé. L'autodétermination, attention, ce n'est pas choisir. Voilà. Ça va mieux en le disant. Mais souvent, on dit l'autodétermination, c'est choisir. Et non, sinon, on n'en parlerait pas autant, je crois. En réalité, l'autodétermination, c'est de quoi j'ai besoin dans mon sac à dos pour choisir. Quand vous partez en rando, normalement, vous mettez 2-3 trucs dans votre sac à dos. Là, c'est un peu pareil, c'est que pour à terme choisir, ou pas, on n'est d'ailleurs pas obligé de choisir parfois, mais on a besoin de 4 choses
Je vais vous faire en rapide, hein, parce que les formations que je faisais, c'est des 2 jours, donc on va faire rapide. Mais en gros, j'ai besoin de me connaître, c'est mieux. Savoir ce que j'aime pas, avec quoi je suis d'accord, pas d'accord. J'ai besoin de connaître aussi mon environnement et mes rangs sociaux, comme tu le rappelais, Noémie. J'ai besoin de m'organiser, c'est-à-dire de pas toujours à ce que les pros et mes parents fassent pour moi, mais qu'on me laisse faire le process pour aller trouver un stage, pour, je ne sais rien, aller au cinéma mardi avec des copains. J'ai besoin qu'on me laisse faire et qu'on me fasse confiance aussi. Donc j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin de me sentir légitime. Si finalement, à chaque fois que je dis un truc, c'est l'exemple de Marcel, j'aime bien prendre cet exemple. Marcel, 50 ans, déficience intellectuelle, il vit dans un foyer d'hébergement. Il y a une alternante qui vient voir au petit déjeuner. Marcel, thé au café, très bien, avec sucre ou sans sucre? Sans sucre. Ok Marcel, je vais faire ton café. Elle revient vers le chariot avec un titulaire qui lui dit c'est le café de Marcel? Oui. T'as pas mis de sucre? Oui, mais parce qu'il vient de me dire qu'il n'en veut pas. En fait, je vais te dire, Marcel, il prend toujours du sucre. Et en fait, peut-être que Marcel, ça fait 50 ans qu'on lui sert son café sucré. Et peut-être que là, il s'est dit, oh, il y a une petite nouvelle. C'est un moment, c'est ton jour, Marcel. Vas-y, c'est ta fenêtre. Tente le coup. Eh ben non, Marcel, parce qu'on connaît bien, et Marcel, il prend toujours du sucre. Donc ça, on est vraiment sur la question de j'ai l'impression que ce que je dis a un impact sur mon quotidien. Et qu'on me prend au sérieux, et qu'on m'écoute, et qu'on me croit, et qu'on donne de la valeur à ce que je dis. Ça rejoint la présomption d'incompétence de Loïc tout à l'heure. Voilà, et puis j'ai besoin, dernière chose, ça va toujours mieux en disant, j'ai besoin de prendre des décisions. Si tout est déjà joué d'avance et décidé d'avance, j'ai beau me connaître, savoir m'organiser et me sentir légitime, finalement, si je n'ai pas la possibilité de prendre des décisions, ben, tout ça ne me sert à rien. Et ça, on appelle juste rapidement la question de l'autonomie dans l'autodétermination est intéressante puisqu'elle a dit c'est pas tout faire tout seul, c'est au contraire savoir demander de l'aide, prendre des décisions, tout ça, et pouvoir se dire là, je suis trop fatiguée, je vais laisser faire mon professionnel ou mon ami ou même vous. Quand vous allez rentrer après 2 jours de colloque dans un créail, vous n'allez pas vous mettre en cuisine et faire un bœuf bourguignon, vous allez potentiellement vous faire réchauffer un truc ou demander à la personne qui partage votre logement de se mettre en cuisine à votre place ou de vous inviter au resto. Et pour autant, il n'y aura pas d'éduc ou de parents qui diront « Oh là là, attention, tu perds dans l'autonomie, ça ne va pas du tout, mets-toi en cuisine. » Bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'une autodétermination, c'est certes quelque chose qui se joue pour la personne, mais finalement, le job des pros et des parents, c'est pas de développer l'autodétermination. On aimerait bien garder ça pour nous, si vous en êtes d'accord. Même si vous n'en êtes pas d'accord, c'est pareil. On aimerait bien garder
le développement de notre autodétermination. Et vous, par contre, le job que vous avez à faire, c'est de soutenir, ce qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire de créer des espaces possibles et de créer un environnement où c'est possible. C'est tout, c'est déjà beaucoup, donc voilà, mais c'est tout. Donc on est vraiment sur cette question-là de comment on ne laisse pas juste un choix, mais comment on vient soutenir la construction identitaire des personnes. Et je veux bien qu'on passe à la slide juste après. Parfait, super. Donc on est vraiment sur la question de, en fait, l'autodétermination, finalement, c'est, si je prends la casquette personne handicapée en situation de handicap, comme on veut, on s'en fiche, c'est mon problème. Votre problème, c'est comment on pense nos organisations de telle manière à ce que ça puisse être possible. Et je donne un autre exemple pour ouvrir sur la question du risque que vous allez aborder. Jean-Louis, 65 ans, il vit à Barcelonnette, il est en fauteuil roulant électrique. Projet de Paris, parce que bref, ils ont un truc à Barcelonnette. Jean-Louis, il va aller au bistrot toute la semaine. Et l'équipe dit, ah ouais, non, ça va être compliqué pour Jean-Louis. Ah, pourquoi? Ben, risque de fausse route. Ah, zut, oui, on n'avait pas pensé à ça. Ben, comment vous faites, enfin, c'est quand cette dernière fausse route à Jean-Louis? Il n'en a jamais fait. Ah, d'accord, mais donc du coup, mais il pourrait. Oui, bah oui, je pense bien comme à peu près n'importe qui avec une cacahuète dans un bistrot. Et donc il pourrait, voilà. Et Jean-Louis au bistrot, il a rencontré Chantal. Et alors ils sont devenus très amis avec Chantal de Barcelonnette. Et les pros ont dit, je suis désolée, je tape un peu sur vous, mais tout le monde va en prendre pour son grade. Les pros ont dit, Chantal, elle va lui briser le cœur à Jean-Louis. Ou, deuxième possibilité, vision de l'amour et de l'amitié, elle va lui piquer son argent. Ok? Et donc on dit, bah ok, potentiel risque. Combien touche Jean-Louis? Parce que si c'est son... Jean-Louis touche, comme tous les autres résidents de ce foyer, 50 € par mois. Donc on s'est dit, on va peut-être prévenir Chantal, qu'elle n'a pas misé sur le bon, et que Jean-Louis a 65 ans, à mon avis, c'est bon, bah, voilà. Mais donc, en grattant une situation particulière autour du risque, on voit que l'environnement qu'on a créé, c'est tous les résidents de ce FEM touchent 50 € par mois. Pourquoi? On ne sait pas. Donc vous voyez que d'un problème individuel, on en vient petit à petit à un problème de l'environnement et une gestion du risque institutionnelle. Et je vous passe la parole sur la question du risque. Merci. Question qu'on va traiter à deux avec Noémie. Et du coup, peut-être d'abord pour rappeler pourquoi on se pose la question du risque dans l'autodétermination, parce que souvent on se pose la question, puis on oublie de rappeler pourquoi est-ce que l'autodétermination est liée à la prise de risque. Eh bien, pour plein de raisons, mais j'en vois au moins 4 grandes qui me semblent importantes à préciser. La première, c'est, et je crois que Loïc l'a abordé, l'incertitude. Quand on va à un moment donné prendre des décisions significatives dans sa vie, eh ben, il y a des variables qu'on ne peut pas maîtriser. On a beau tout planifier, moi je suis la spécialiste, plan A, plan B, plan C, jusqu'au plan Z, pour tout planifier, eh ben, il y a quand même quelque chose qui ne va pas se passer comme on l'avait prévu. Et donc, dans
toute prise de décision, il va y avoir une forme d'incertitude qui va être à l'origine de la prise de risque. Une autre raison qui me semblait importante à rappeler, c'est la notion de changement. C'est qu'à un moment donné, quand on prend des décisions, c'est pour que ça ait un impact, hein, c'est ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que si derrière on s'époumonne à expliquer ce qu'on veut, expliquer ses envies et pas que ses besoins, et que derrière c'est pas suivi, alors l'autodétermination elle sert à rien. Et quand il y a du changement, on en parlait, on sort de sa zone de confort. Par exemple, vous remarquerez que moi, à côté de mes 2 collègues, je ne suis pas une grande oratrice. Et qu'est-ce que je fais à la table ronde des Journées nationales de l'Ancréaille? On en a rigolé tout à l'heure. Et bien, du coup, j'ai pris un risque. Je me suis dit, tiens, je vais quand même le tenter. Voilà. Également, une autre dimension de la prise de risque, c'est pourquoi est-ce qu'on prend un risque? À un moment donné, si on prend un risque, c'est parce qu'on veut une amélioration. C'est-à-dire que l'autodétermination, elle n'est pas là. Nous, on ne va pas, à un moment donné, dégrader notre qualité de vie. L'objectif, c'est d'avoir une amélioration. Et puis aussi, c'est de pouvoir être en responsabilité des conséquences des actions qu'on va prendre, qu'elles soient positives ou négatives. Quand on va prendre un risque, et bien derrière, on va aussi assumer des responsabilités. Et je vais vous donner peut-être un exemple qui est plus concret et plus parlant. Par exemple, si je décide d'arrêter le traitement que je prends, il y a des incertitudes. Si je le prends, c'est que j'en ai besoin, mais en même temps, j'estime que j'ai plus envie de le prendre, donc incertitude, mais je prends le risque quand même. Ça va avoir des changements dans ma vie. Je le fais parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis en attente d'une opportunité, c'est-à-dire que je vais trouver un gain. Par exemple, je vais me débarrasser des effets secondaires de ce traitement. Donc je prends le risque quand même. Et ça, si moi je peux le faire, c'est parce que je ne suis pas en institution. Sinon, on m'aurait dit « Ah bah, Madame Été, refus de soins ». En fait, quand on prend des risques, souvent, on a ce que Loïc il appelle un stop des professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une surévaluation du cadre juridique par les professionnels qui vont se dire « Ah mais non, mais moi je ne prends pas le risque, j'accompagne pas le risque, c'est trop risqué pour moi en tant que professionnel ». Et du coup, nous, ça va nous fermer toutes les fenêtres qu'on essaye d'ouvrir les unes après les autres. Ce risque que nous, on essaye de prendre en tant que personne pour notre propre vie, il est souvent, le risque que les professionnels pensent prendre est souvent beaucoup plus, surévalué que le risque réel que nous, on va prendre. Et de ce fait, il y a une espèce de dichotomie qui s'installe et d'écart. Et on parlait de la question du droit. Souvent, par exemple, je fais des formations sur la vie intime, affective et sexuelle. Et je m'aperçois que dans les établissements, souvent les professionnels, ils me disent « Ah oui, mais là, on a laissé faire ça, on a pris un risque. » Et en fait, c'était pas un risque. C'était juste le droit qu'avaient les personnes. Sauf que si vous, en tant que professionnel, vous ne connaissez pas bien le droit des personnes, nous, on ne pourra pas bien connaître nos droits non plus. Et du coup, j'avais plusieurs exemples. Et je vais passer la parole à Noémie, parce qu'il y en a un qui est un exemple qu'elle nous a amené sur la question du droit. Le droit, c'est quelque chose qui peut être protecteur, qui peut nous ouvrir des portes, mais c'est aussi quelque chose qui peut être enfermant. Et donc là, c'est compliqué, hein, parce qu'en vérité, je pense qu'on a 1 heure, on a beaucoup de choses à vous dire. Et ça, je pense que c'est les effets aussi, parce que
Peut-être on a beaucoup rigolé, mais moi je vais être un peu grave et regardons un peu en arrière. Et pourquoi on a tant de choses à vous dire aujourd'hui et quelle chance on a, nous, d'être entendus dans cette société en 2024 parce qu'il y a longtemps, en fait, qu'on attend ça. Il y a longtemps qu'on cherche une place, un espace, d'être reconnu, simplement. Ni plus ni moins, hein, pas être tout en haut et peut-être pas sur scène, juste cette place-là. Je le dis là parce que c'est compliqué pour moi, j'ai beaucoup de réactions qui viennent en entendant mes deux amis. Et voilà, je suis juste ravie de le partager avec vous tous et toutes ici. La question du droit, c'est une illustration aussi, peut-être avant de vous donner un autre exemple. Peut-être se rappeler cette chose-là, et ça ne vient pas de moi, malheureusement, j'ai jamais retrouvé le nom de ce grand juriste que j'avais eu la chance d'entendre sur une conférence, et qui nous rappelait que simplement, le droit, c'était comme un bac à sable. Il y a un cadre. L'idée, c'est que la vie, c'est un terrain de jeu et nous, on est des petits grains de sable. Et parfois, on joue dans le bac et puis parfois, on joue à l'extérieur du bac. L'intérêt du cadre, c'est qu'il permet que ce tas de sable reste plus ou moins à la même place. Pas dedans, pas dehors, juste plus ou moins à la même place. Le droit, il a été pensé pour ça dans notre société. Pas pour empêcher, pas pour limiter, peut-être même pas tant pour se protéger, juste pour maintenir un fonctionnement dans quelque chose de bien plus large que nous. Et donc c'est toujours, en tout cas c'était une image qui moi me faisait écho, moi personne concernée, moi qui peux parfois me sentir victime de je sais pas quoi, mais ça pouvait être, en tout cas c'était très parlant cette image-là, et pour être moi-même professionnelle aujourd'hui, de se rappeler qu'on n'a pas tant de pouvoir que ça dans ce monde, c'est pas vrai. Et chacun, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. Encore pour ça, faut-il les laisser prendre aux autres. Et peut-être je vais essayer d'aller dans le bon sens, mais pour prendre ses responsabilités, donc pour prendre des risques et ensuite faire ses expériences, Julia nous disait très bien tout à l'heure, encore faut-il se connaître soi, partir avec un sac à dos. Oui, moi je partirais encore avant ça. C'est-à-dire, c'est quoi votre rôle à vous, professionnel, dans tout ça? C'est quoi votre rôle à vous, parents, figure éducative ou sécurisante de l'enfant? Est-ce que c'est pas un moment aussi de proposer, donc, et de faire des tas d'expériences avec cet enfant pour lui permettre d'expérimenter, de tester, de se dire ah ouais, ça, moi je voulais être chanteuse. Vous voyez, combien de personnes vous ont dit ça? J'ai vu The Voice, moi je veux passer à la télé, je veux être chanteuse. Oui, mais peut-être on peut déconstruire en fait simplement ce rêve-là. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne qui dit qu'elle veut passer à la télé? Donc peut-être si elle veut être chanteuse, il faut commencer par faire de la chorale. Là. Et donc ensuite, il va falloir aller une fois par semaine, pendant 2 heures, toutes les semaines, toute l'année, dans ce même groupe de chorale. Et en fait, souvent, ça s'arrête là. Juste, je suis contente, je participe, je chante avec des copains. Ou alors, bah non, en fait, c'est chiant parce que là, il faut y aller toutes les semaines, moi, je n'ai pas du tout envie. Et stop. Est-ce qu'on n'a pas aussi parfois, je ne sais pas, monté comme ça quelque chose un peu en épingle en faisant tout un projet? Et là, je pourrais être un peu plus provocatrice en vous parlant de la vie affective et sexuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, ah bah moi, je veux dormir avec mon copain. Parce que moi, voilà. Et moi, j'en ai vu des tonnes, hein, des gens faire des projets pendant 6 mois, toutes les semaines, à se réunir 2 heures, parce que la question, c'est comment on va faire. Ils veulent dormir ensemble, mais ils vont faire l'amour, quoi. Non, en fait, si on cherche un tout petit peu, la définition de ces personnes-là n'est pas celle que nous, on a. Et donc, arrêtons quoi, de calquer aussi notre regard à nous et nos expériences à nous sur des vies qui sont profondément différentes. Et ça, qu'on le veuille ou pas, ce sera toujours le cas. Donc, voilà, moi, j'avais envie de revenir à cette question-là des expériences et puis à ce rôle qu'on a aussi en tant que professionnel à venir considérer l'autre. Parce que je pense sincèrement qu'il ne se passera rien et on ne partira pas avec ce sac à dos si à la base, l'environnement, j'en parlait Loïc Andrien tout à l'heure, mais donc les personnes autour de nous, elles ne nous ont pas regardés avec dignité, juste la dignité que tout être humain mérite. Comment est-ce qu'on considère
quelqu'un. Moi, j'aime bien qu'on parte de ces journées-là en se disant j'ai des trucs concrets à appliquer demain quand je vais rentrer au travail. Je ne dis pas du tout que c'est la bonne manière ce que je vais vous proposer là, mais il se trouve que moi, je suis passée par la formation à l'autonomie de l'ADAPT Institut du Mai, et que ce qui m'a permis à moi de changer de regard sur moi-même avant toute chose, c'est la considération qu'on m'a portée le jour où on m'a dit que j'étais cliente d'une formation, que je payais un service, et que donc, si je n'étais pas d'accord ou que j'avais des choses à exprimer, j'étais en droit de le faire. Je devais aller me présenter au bureau de la direction pour demander un rendez-vous à noter dans l'agenda. Je ne vous dis pas du tout de positionner toutes les personnes en tant que clientes demain. Juste, c'est parce qu'on m'a considérée de cette manière-là un jour, moi qui ai vécu dans le médico-social. Je ne me suis pas présentée comme ça tout à l'heure. J'aurais pu vous faire le diagnostic de ma vie. Et moi, j'étais orientée maison d'accueil spécialisée. Je suis trachéotomisée, j'ai une maladie très lourde. On ne m'attend pas dans cette vie-là. Absolument pas. Donc, le chemin à faire pour reprendre, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On est dans ce moment-là de notre société où on engage un virage inclusif. Je vous rappelle qu'on est parti il y a quand même quelques années de l'inclusion. Et on se disait, oh là là, c'est un peu haut quand même là. Mais pas pour les personnes, pour nous, les professionnels. Parce que comment on allait faire cette transition? Moi, j'ai des exemples comme ça, d'échanges avec mes collègues à l'Agence régionale de santé où on se disait, ouais, là, il faut qu'on ménage quand même un peu de monde parce que le changement est brutal. Et c'est vrai, et il est pour tout le monde. Donc, on a besoin d'outils pour ça. Et considérer quelqu'un, pour moi, en fait, cette histoire de client était en fait ce tremplin vers la citoyenneté. C'est-à-dire, ah ouais, je n'étais pas juste une personne handicapée. J'étais une femme, j'avais des droits, et en plus, j'avais le droit de les faire valoir. Et chose dingue, ça ne voulait pas dire qu'on n'allait pas venir me lever le lendemain matin. Là, je vous avoue, c'était beaucoup pour moi. Il m'a fallu quelques années pour arriver à mettre en application tout ça. Et je me suis un peu égarée, mais il me semblait que c'était important de revenir là pour ensuite en arriver à cette question de droit. Parce que de quoi on parle? Quand on parle d'autodétermination, de former des personnes à l'autodétermination, à commencer par les personnes elles-mêmes, les personnes qui vivent avec handicap, elles-mêmes, elles ont des choses à savoir. C'est de leurs droits qu'on parle, c'est aussi de leur vie. Et donc, de quel projet est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on parle des envies plutôt que d'aller tricoter je ne sais quel projet qui va durer 1 an et qu'on aura oublié? Parce que quand on a commencé en septembre, croyez bien que quand on arrive en septembre l'année d'après et qu'on a fait 2 réunions dans l'année, c'est compliqué de savoir de quelle envie on était parti. Par contre, demander à quelqu'un de quoi il a envie là, demain, d'habiter un appartement parce qu'il veut être autonome. Très bien. Ça veut dire quoi? Peut-être sa première envie à lui, c'est de manger tout seul. C'est le projet de... C'est ce que nous expliquait Loïc. Peut-être je peux prendre un autre exemple. Le mien, c'était recevoir mes petites sœurs à dormir. Ok, partons de là. Imaginez le fil qu'on peut tirer. Ça veut dire acheter un canapé qui fait lit. Où est-ce que je trouve un canapé? Comment je me rends dans le magasin qui vend le canapé? Avec quel transport? Comment je me déplace? Comment je réserve le transport? Qui va m'aider? Avec quel argent? Et il est où mon argent d'abord? Dans quelle banque? À qui je m'adresse? Je ne vais pas lister comme ça, vous êtes meilleurs que moi, mais l'idée, elle est bien là. En fait, partez des envies simples. Et finalement, au bout d'1 an, tu as acheté un canapé, tu as reçu tes sœurs à dormir. Manque de peau pour vous, j'avais encore une nouvelle idée. Et c'est ça qui est fatigant, c'est que ça ne s'arrête jamais. Mais si on suit ce fil-là, on revient à ce que nous disait Natacha tout à l'heure. C'est que donc, 10 ans plus tard, j'essaie de vous laisser un peu le temps quand même, donc dans 10 ans, peut-être qu'on fera une conférence sur l'autodétermination et qu'on se dira donc en fait c'est une question de droit. C'est une question de faire valoir ses droits en fait. Et c'est... Parfois, je pense être un peu provocante quand je dis ça, mais imaginez notre société aujourd'hui si chaque personne qui vit avec handicap faisait valoir ses droits.
et qu'elle allait porter plainte à chaque fois qu'ils étaient bafoués. Ça existe, hein, les droits des personnes handicapées sont reconnus, il y a la charte de l'ONU, la loi de 2005. En fait, on pourrait faire ça. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire, seulement je pense que c'est important de le penser parce que les personnes vivant avec handicap, elles sont super sympas, très patientes ou très naïves. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est quand même important de se le dire. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ça n'a pas été simple pour moi de préparer cette journée-là, parce que par ailleurs, je peux être cette personne qui vous parle là aujourd'hui, puis qui va aller monter un projet pour 280 étudiants de médecine en Pays de la Loire. Puis je vais rentrer chez moi. Et puis, vous voyez, ma journée, elle aura été hyper active. Du coup, je vais me coucher, mais je ne vais pas très bien dormir. Et puis, je vais appeler dans la nuit. Puis là, on va me convoquer en réunion d'équipe pour venir parler, parce que les soignants sont fatigués et qui ne comprennent pas pourquoi je n'écoute pas les conseils qu'ils me donnent pour que je dorme toute la nuit sans appeler pendant 14 heures. Et oui, ça, c'est de l'autodétermination appliquée. Et je peux faire ces exercices-là, puis ensuite avoir une équipe comme ça qui va m'expliquer que eux sont en difficulté, que eux sont fatigués, et que c'est pas normal d'appeler la nuit. En fait, c'est pas normal de pas se réveiller pendant 14 heures. En vérité, il y a un petit problème, mais la question, elle est là, et je vous avoue que quand j'ai fait les premières réunions avec Thibaut, et je suis désolée, avec mes collègues et Loïc, oui, j'étais très en colère. C'était très difficile. Je n'étais même pas sûre de pouvoir être là avec vous de cette manière-là aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup à construire, mais que la vérité, c'est que l'autodétermination, ça met à mal un système. C'est ce qu'on a voulu. C'est pour ça qu'on parle de virage inclusif. C'est aussi pour ça qu'on parle de droit, et qu'il faut poser ce sujet-là et de se dire qu'à chaque fois qu'on empêche l'évolution de quelqu'un, en l'occurrence, si on me demande de ne pas appeler la nuit, je vais faire beaucoup d'efforts pour le faire. Je peux le faire, je vais faire beaucoup d'efforts. Je ne pourrai pas aller travailler, c'est pas possible. Donc je vais faire un choix. Qui est-ce que je fais passer en premier? Vous voyez? Si je n'avais pas fait la formation d'autonomie il y a quelques années, je pense sincèrement que j'aurais choisi l'équipe. C'est ce que font mes 8 voisins. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Je pense que vous pouvez le voir tous les jours, quoi. Donc voilà, moi j'avais aussi envie qu'on se dise des vraies choses et qu'on se dise que oui, empêcher l'évolution, donc ne pas respecter ce qui est en fait un besoin fondamental de l'être humain, l'autodétermination, c'est ça, hein, et c'est maltraitant. Et ça aujourd'hui c'est posé, et tout empêchement d'une évolution d'un être humain est une action maltraitante. C'est un peu lourd, j'espère que ça va pour vous. Mais en tout cas, je trouvais intéressant de revenir là et on va on va repartir sur des actions concrètes et comment on évite d'en arriver là. Mais peut-être ça fait partie un peu du travail aussi de se dire que parfois, il faut savoir le dire et savoir poser le fait que là, on a été lésé ou maltraité. Ça permet aussi de se reconnaître un peu en tant qu'individu dans cette société. Je pense que ce qu'on est en train de se dire collectivement, c'est que l'autodétermination, comme elle est descendue aujourd'hui, parce que c'est bien un mouvement descendant qui nous arrive, alors même que ça partait des personnes à la base dans les années 60. Et c'était porté par des personnes concernées. Ce qu'on voit et ce qu'on arrive un peu à cerner sur le terrain, il y a deux choses. Il y a pas une volonté, heureusement, de mal faire. Il y a la tête dans le guidon.
il y a on fait ça parce qu'on fait ça. Et donc, du coup, on a du mal, en tout cas moi, avec les professionnels avec lesquels je travaille, ont du mal à être dans le quotidien et à se poser des questions en même temps parce qu'il y a un rythme, parce qu'il y a des demandes, parce que... Voilà. Et il y a aussi ce que j'ai senti là, dernièrement sur une formation, le regard des autres professionnels s'ils changent leurs habitudes de pro. De dire qu'est-ce que vont penser mes collègues si je fais ça, si je leur demande thé ou café et que je suis ce qu'il me dit. Donc ça, c'est intéressant à noter. Ce qui est très drôle, c'est que souvent, on dit aussi que les personnes accompagnées sont très institutionnalisées, et sûrement, mais les professionnels aussi sont très institutionnalisés. Il ne faut pas s'en le cacher, c'est pas grave et on vous tape pas dessus. Mais c'est juste que souvent, quand on aime, c'est très drôle, l'autre jour on en parlait en formation à Bordeaux, sur la question du jus d'orange à midi. Voilà. Si une personne demande un verre de jus d'orange à midi, et en fait, un professionnel, parce qu'une résidente m'avait dit ça, qu'on lui avait dit, on m'a dit, si je t'en donne un à toi, faut que j'en donne un à tout le monde. Comme si, par un élan un peu mouton, quoi, dès qu'il y a un truc qui change, on y va tous. Et même si, quel était un problème, en fait, on était sur du jus d'orange et pas sur des coupes de champagne. Et donc, du coup, on discutait de ça avec un prof et il était bien ce prof. Il a vachement bougé en 2 jours, mais il me dit non, mais on n'a pas un budget pour 20 verres de jus d'orange pendant 12 repas. Je dis parce que vous êtes sûr qu'ils vont en demander 12 fois. C'est un truc. Ouais, mais on les connaît, nous. Oui, bon, je suis pas sûre qu'il y ait un tel engouement sur un jus d'orange premier prix du foyer. Il est bon, mais je suis pas sûre que... Et donc, du coup, il y a ce truc-là. Et sur un projet de Paris, c'était ça, hein, de se dire, on va commencer par 2-3 personnes sur qu'est-ce que vous voulez changer dans votre quotidien pour éviter, et on le voyait poindre chez les directeurs, de dire oui, mais si tout le monde fait comme ça. Non, là, la question, c'est 2 ou 3. Déjà, on fait ça. Et on voit ce que ça donne. Et après, on verra comment on pense dans le système si 4 ou 5 ou 6 font la même demande. Mais on se centre sur ces 2 ou 3 personnes. Et on avait des demandes qu'on arrête de me réveiller comme un bourrin le matin. Et je veux juste qu'on prenne le temps, qu'on toque à ma porte, qu'on parle, qu'on allume la radio, qu'on revienne 5 minutes pour me donner le temps d'émerger. Et puis voilà. Et donc, on est l'autodétermination, c'est pas des gros trucs. Et malheureusement, on est sur du quotidien à quelle heure je peux te donner tes douches. Et là, vous allez me dire, mais on n'a pas le temps. Ben, s'il n'y en a que 3 qui se douchent le matin et 3 autres, ben, le temps que vous dégagez sur les 3 le matin, voilà, c'est la question de comment on gère son temps aussi. Mais, et juste pour en terminer là, la question de la formation, former à l'autodétermination, ouais. Former au droit, carrément. Former au droit, former à la question de curatelle, tutelle, c'est quoi les limites, former à la question de la participation, comment on a un super bon CVS qui marche.
comment on a des intervenants experts d'usage, on forme. Moi, je crois d'ailleurs qu'à un moment, je vais arrêter de former à l'autodétermination. Ça veut rien dire. Faire des projets sur du long terme et voir ce que ça fait bouger à tous les étages, ça, c'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, le temps passe, désolée. Et on aimerait bien quand même échanger avec vous aussi. Peut-être, je ne sais pas si Natacha, je juste dit deux trucs et je te laisserai conclure. Ok. D'abord, juste pour soutenir l'idée que, en fait, la vie, elle vous proposera quotidiennement des sujets de travail. En fait, le gars, il veut juste aller manger un McDo, vous voyez, qui est à 5 km. C'est un projet pour vous. Juste aller un peu plus vite, arrêtez de les faire sur l'année. Un McDo dans l'année, ça ne marche pas. Mais concrètement, comme ça, la vie, elle va toujours proposer des sujets. Comment est-ce qu'on part un week-end en vacances? On entendait tout à l'heure des intervenants juste avant nous. Leur projet, c'était le travail. OK, comment est-ce qu'on se sert de ce que le quotidien va jamais cesser de vous proposer? C'est juste à côté. En vérité, peut-être il faut réouvrir les portes. J'avoue, les codes à taper à l'envers, tout le monde connaît ça dans les institutions, ça marche pas, quoi. C'est pas très pratique. Mais juste, saisissez-vous de ce que propose le quotidien. Je vous assure, c'est pas très très cher. Un McDo, en vrai, ça va. La deuxième chose, en vrai, on aurait beaucoup de boîtes à outils à vous proposer. Pour moi, c'est toujours un peu frustrant ces moments-là, parce que c'est vers là qu'il faut qu'on aille. Une chose très rapide, sous-estimez pas le pouvoir de la pair-aidance. Je sais pas si ça vous parle, ces notions-là. L'idée que les personnes qui vivent des expériences rares, et je suis désolée de vous l'apprendre, on ne vit pas tous, ni toutes, des expériences rares. C'est vrai pour les personnes qui ont cette capacité de les vivre, et puis ensuite de les observer pour mieux les partager avec vous, les professionnels. On en parlait avec Loïc Andrien en préparant ces journées-là, et avec Thibaut. On se disait très bien, le binôme de compétences, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Parce qu'il y a un vrai apport à entendre une personne qui a une expertise, parce qu'elle a vécu quelque chose, en complémentarité d'un professionnel qui peut théoriser ces capacités-là. Ça, c'est une manière de faire. L'autre, c'est juste de se dire, clairement, moi, la synthèse de parole, là, je ne sais pas l'utiliser. Et en plus, la personne face à moi, elle est un peu réticente parce que ça prend du temps. Elle n'a pas envie de faire l'effort de taper sur la machine. Et puis ses parents, ils la comprennent mieux que nous, donc de toute façon, ils parlent à sa place. Oui, mais si vous présentez à cette personne-là quelqu'un qui utilise la synthèse vocale avec des images, avec des outils pour taper plus vite, en fait, elle ne sera pas entendue de la même manière. Par contre, vous ne vous arrêtez pas là. Travaillez ça avec la personne, parce que c'est un choc. C'est jamais facile de se voir comme on est. C'est un miroir. Moi, la première fois qu'on m'a dit, vas-y, je te présente quelqu'un qui a la même maladie, elle a 15 ans de plus que toi, ça fait 10 ans qu'elle vit en appartement. C'était très, très violent. En fait, cette personne-là, elle avait atteint un stade de la maladie où son seul plaisir, c'était de regarder les oiseaux par la fenêtre. Comment vous dire que moi qui avais 15 ans, je me projetais autrement dans la vie, quoi. Et c'est parce que j'ai pu déconstruire et entendre avec l'aide des professionnels que cette expérience m'a servi. Parce que oui, la vérité, c'est que régulièrement aujourd'hui, j'ai besoin de passer ces journées-là oisives devant la fenêtre à regarder les oiseaux. Ouais, ça fait pas plaisir, hein. C'était difficile pour moi, mais c'est bien parce que j'ai rencontré cette personne et parce que j'avais l'outil, j'avais le professionnel avec moi pour déconstruire que j'ai accédé à ça. Donc, je partage ça pour finir, parce que je veux bien que vous entendiez qu'à aucun moment on ne vient en opposition avec le travail que vous faites, jamais de la vie. On le sait, on le reconnaît tous les jours, vous êtes à nos côtés tout le temps. Et c'est vrai que quand on prend la parole, on a des trucs à dire et ça ne fait pas plaisir. Ça, je comprends. On n'est pas là contre, on est juste là pour aider, pour contribuer, pour faire évoluer cette société et laisser la place à des personnes qu'on n'entend pas. Peut-être juste, nous, on a la chance de parler un peu beaucoup, et donc on s'est fait une place tout seul. Mais la vérité, c'est celle-là, quoi. Voilà, moi, je tenais juste à vous proposer ces deux outils-là, en tout cas, avant de finir.
Merci. Peut-être juste un dernier mot, et je ne vais pas être très longue parce que je pense qu'on en a déjà dit beaucoup, mais je voudrais revenir sur la notion de confiance et le fait de pouvoir, à un moment donné, nous laisser essayer, expérimenter. Je pense que cet après-midi, elle a été riche et pleine d'exemples où, en fait, on a essayé des trucs un peu fous, des trucs que vous pensiez fous, qu'on ne pourrait pas faire, des trucs que même nous, on pensait peut-être ne pas réussir à faire. Et à un moment donné, tout le monde est surpris et ça marche. Et ça fonctionne. Et du coup, je pense que la notion de nous laisser essayer, expérimenter, et c'est ce que tu disais. Et après, attention, hein, c'est le doigt dans l'engrenage. Hein, c'est-à-dire que nous, plus on en a, plus on en veut, quoi. Ça va commencer avec des petits projets. Le premier projet, ce sera peut-être d'aller manger un Big Mac au McDo. Et le projet d'après, ce sera peut-être de trouver du travail. Celui d'après, ce sera peut-être de vivre seul. Et ça peut nous emmener très, très, très loin. Mais surtout, faites-nous confiance. J'espère qu'il y avait quelqu'un de chez McDo parce qu'on lui a fait une sacrée pub et on veut bien un petit billet pour partir. Ben non, parce que McDo, c'est pas bon. Un grand bravo à vous. Vraiment, bravo. Le but, c'était de bousculer les consciences, pas contre, mais avec. Je pense que vous l'avez brillamment fait. Bravo à toutes les trois. Alors, merci également d'avoir veillé au respect du temps, parce que c'était également important qu'on puisse échanger avec la salle. On a 10 minutes pour ça, ça laisse le temps de plusieurs questions, c'est cool. Qui veut poser la première? Monsieur? Puis il y a une deuxième question là, je regarde aussi en haut pour essayer de n'oublier personne. On vous écoute. Déjà, je me présente, je m'appelle Talentine, je vis au foyer de vie de mon jardin. J'ai 24 ans. Et comment faire pour mieux s'aider dans la vie? C'est la question, comment on fait pour mieux s'aider dans la vie? Ouais. Ah bah on recommence la conférence alors. Peut-être on peut préciser pour s'aider avec quoi, avec qui? Est-ce que vous avez des idées? C'est difficile. Un peu, ouais. Il n'y a pas de souci, on peut prendre le temps, puis on peut se voir après aussi. Peut-être, vous me dites si je trahis votre question, hein, mais s'il y avait un message clé, une idée clé de votre propos, ce serait quoi? Ou un mot clé? Natacha, vous avez fini sur la confiance. Tu as fini, pardon. Pardon, tu veux dire pour répondre à ces questions? Je ne sais pas, mais je dirais peut-être essayer de trouver quelque chose que vous voulez faire et essayer de trouver à qui vous pouvez demander de l'aide si vous ne pouvez pas le faire tout seul. Essayez de trouver ce qui vous ferait plaisir à vous. Ça demande déjà de réfléchir à ce qu'on aime vraiment. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous aimez, un projet à faire, essayez de regarder qui peut vous aider autour pour que ce projet se réalise. Et surtout, si on vous dit que ce n'est pas possible, ne croyez pas cette personne. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question de l'autre côté, monsieur avec un bonnet rose et avant, au-dessus. On vous écoute. Je m'appelle Nicolas. Je suis handicapé. Et il y a autre chose que
C'est pas facile de prendre la parole en public, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai bien envie de vous dire bonjour, Nicolas, déjà. Et puis surtout, pas de pression. On va rester un peu après, si c'est plus facile. Pour tous ceux qui veulent nous parler et toutes celles qui souhaitent, on s'en va pas. On pourra discuter si c'est plus simple aussi après. Il n'y a pas de souci. On précise juste que les murs ferment à minuit. Ah, voilà. Voilà. Par contre, peut-être on aura un peu faim. Est-ce qu'on peut vous, Ouais, du coup, nous dire un truc? si vous voulez bien, Attendez. Ouais. Vous voulez nous dire un truc, Nicolas, ou vous préférez plus tard? Plus tard? Il la garde pour plus tard. Ok. Bah, merci Le rendez-vous est pris. d'avoir essayé. Alors, il y avait... Monsieur, allez-y. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous avez du mal à comprendre. Vraiment, excusez-moi. Et si vous voulez que je répète, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Julien et je fais partie de la délégation, nous aussi, du Vaucluse, voilà, qui est juste là avec moi. Et ma question est que j'entends parler de droit, de tout ça depuis cet après-midi. C'est bien, bravo. On a des droits, oui, clairement. Mais quand on a des droits, on a aussi, et on ne l'a pas dit, on a des devoirs. Est-ce que vous êtes prêts à les assumer? Par exemple, je vis tout seul chez moi depuis quelques années, mais j'ai aussi des devoirs par rapport au fait de vivre tout seul en nuit complète. Tout à fait. Est-ce que ça, vous êtes prêts à s'assumer complètement même en tant qu'handicapé, je veux dire, même en tant que personne à mobilité réduite, parce que c'est dur au quotidien. Il faut parfois l'assumer. Il y a des choses qui sont difficiles. Bah, merci beaucoup pour cette question. Je sais pas. Merci. J'y vais. Peut-être, en tout cas, de mon point de vue, moi, je trouve que vous posez une question très juste. Et peut-être jusqu'aujourd'hui, on a choisi d'axer sur les droits parce qu'ils sont trop peu connus et que pour assumer ses responsabilités, il faut savoir prendre ses droits. Voilà. Mais la vérité, c'est que vous avez raison, ça veut aussi dire qu'il va falloir assumer. On se l'était dit, vivre autonome, vivre et assumer sa maladie ou son handicap ou toute autre vulnérabilité, parce qu'il n'y a pas que celle-là, en vérité, c'est certainement un poids en plus qu'on porte. Et on est d'accord avec ça. Et peut-être que c'était l'idée quand on disait déconstruire aussi ses rêves. C'est-à-dire, oui, je sais pas, j'ai envie de faire du dessin. La vérité, c'est que je ne peux pas faire de dessin. Par contre, peut-être je peux accepter d'utiliser l'ordinateur qui aujourd'hui propose de faire des choses de manière numérique. Vous voyez, le travail qu'il y a à faire et tout ça, il faut l'assumer, l'accepter, travailler personnellement, etc. On peut être accompagné pour ça. Oui, la responsabilité rentre en jeu. Et si je peux me permettre, je me sers de votre question comme tremplin. On l'a dit tout à l'heure, le drame, c'est de ne pas laisser la responsabilité à chacun. En fait, personne ne va nous sauver, malheureusement. C'est un travail à faire, ça aussi pour nous. Et en même temps, personne n'a à porter certaines responsabilités qui sont aussi très sympas. Typiquement, j'aime partir en vacances avec mes filleuls qui sont des enfants. Et j'aime pas qu'on vienne prendre ces responsabilités-là à ce moment-là. Ça m'appartient. C'est moi qui choisis la manière dont j'ai envie de le vivre. C'est très lourd et c'est très fatigant. Je fais mes choix. Merci. Julia? Je pense aussi que, alors, pour le coup, je vais aller gratter, j'aime bien gratter. Ça, cette phrase, c'est pour moi un discours qu'on entend beaucoup en institution de, oui, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Oui,
Mais on ne va pas attendre. C'est pas donnant, en fait. Les droits, c'est pas que si je fais mes devoirs. C'est en fait, on a des droits. Point. Et on a des devoirs aussi, mais c'est pas du chantage. C'est pas si tu te comportes bien, tu auras tes droits. On a des droits simples, on a des droits qui sont encore souvent bafoués et voilà, on va se le dire tranquillement. Mais du coup, c'est à quel point aussi on prend pour nous et on construit identitairement, se construit nous sur des phrases comme ça. C'est-à-dire que du coup, ça va créer en nous, parfois, un manque de légitimité à défendre nos droits. On va se dire, ah ouais, mais du coup, ouais, mais là, j'ai pas trop assuré sur ce qu'on-là, je peux pas trop me la ramener, parce qu'en fait, je suis pas à 100% au niveau de mes devoirs. Donc, du coup, je vais pas porter plainte ou... Eh bien, en fait, non. Déjà ça. Voilà. Donc, c'est des petites phrases comme ça, l'air de rien, qui fait que la légitimité ne se construit pas. Dans l'ordre des petites phrases, on a, oui, mais rééducation, faut souffrir pour être beau ou belle. Ou pas. Je crois que moi, j'ai pas très envie. En fait, j'ai plus envie de souffrir pour être beau ou belle. Et donc, c'est la question de qui décide du bien pour l'autre, qui décide que ce serait bien pour la personne de faire ça. Mais peut-être c'est pas son projet du tout. Et peut-être la question des droits, la question des devoirs, elle rejoint la question du degré d'exigence qu'on a et de parfois la surexigence qu'on a envers les personnes en situation de handicap qui devraient, oui, vous devez dépasser votre handicap et vous devez le surmonter et vous devez même l'accepter parce que ce serait mieux, ce serait plus simple pour nous. Et vous devez vous adapter à nous, c'est mieux. Et donc, du coup, on passe une énergie dingue à faire ça. Et donc, à se combattre complètement nous-mêmes, en se disant que peut-être un jour, on va arriver à accepter un truc. Moi, j'avoue que non, j'ai lâché l'affaire sur l'acceptation. Et j'ai lâché l'affaire sur le fait de tout faire toute seule, par exemple, et même sur des trucs stupides. J'ai passé un an à convaincre mes parents d'avoir un lave-vaisselle parce que c'était, oui, mais j'aime beaucoup mes parents, je les adore. Mais sur ce coup-là, c'était, ça te fera travailler la motricité de faire la vaisselle. Oui, alors autant vous dire que ouais, c'est ça. Et en fait, c'est cette question-là de dire, on peut habiter tout seul et se faire livrer ses courses, se faire livrer ses repas, avoir une femme ou un homme de ménage. On peut ne pas travailler aussi. En fait, c'est la question de... C'est quoi la vision du bien qu'on a pour les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on est sûr que c'est la vie bonne nous, on a envie de vivre? Je suis pas sûre de ça. Voilà, et donc s'interroger collectivement sur nos représentations et voilà, et se dire que c'est ni bien ni mal, mais c'est... La question, c'est comment on réfléchit ensemble. Mais quand même, tu voudrais pas faire un effort. Ouais, c'est très bien. Facile. Écoutez, merci à vous. Encore bravo.
Je vais devoir réguler le temps, mais la transition était parfaite vers la journée de demain où on va parler de qualité de vie. Avant, je suis désolé monsieur, on ne peut pas prendre les questions, je dois gérer un peu le temps. C'est tous les autres qui parlent, alors nous on parle pas, on est là. Alors, on doit... Ouais. On n'est pas là pour parler. On est là pour parler. On est là pour surveiller. Bon, alors la salle m'autorise à 5 minutes de retard? Allez. Ouais, c'est un petit oui ça. Vous m'autorisez ou pas? Bon, bah voilà, dites-le. On vous écoute. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai un appartement à Verdun. Je voudrais savoir la première dame là. Non, vous madame. Madame, je ne connais pas votre nom. Oui, vous. Vous disiez que... Ah oui, ça fait rire. Le problème là-dessus, vous disiez que pour les médicaments, faut les garder les médicaments. Parce que elle a parlé des médicaments tout à l'heure, madame. Hein, monsieur, dame, elle a parlé des médicaments. Alors, le seul problème là-dessus, faut pas dire n'importe quoi, madame. Alors, non, je n'ai pas fini. Ah, pardon. Le problème là-dessus, et si vous arrêtez les médicaments, vous faites une crise. Et une crise, c'est dangereux. Vous tombez et vous restez sur place. Alors, gardez les médicaments avec vous. Merci. Alors, un droit de réponse de Natacha. Et ensuite, je reprendrai la parole. Ce que je voulais dire par l'exemple que j'ai pris, je voulais illustrer le fait qu'on a le droit aussi de faire des choix et de prendre des décisions sur des choses aussi importantes que le domaine de la santé, ou parfois c'est peut-être le domaine où on a le moins de choix, parce que tout le monde sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et je pense qu'on a aussi le droit, dans ce domaine-là, de pouvoir faire des choix et de pouvoir prendre ses propres décisions. Et voilà, un exemple, peut-être que dans la salle, il y en a qui fument, et fumer, c'est pas bon pour la santé. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne première après-midi. Il y a Oups qui a une petite synthèse à nous faire. Avant cela, un mot pour demain. Demain, on commence tôt. Nos ateliers vont nous prendre beaucoup de travail. Et pour qu'on soit à l'heure aux ateliers, il faudra qu'on soit à l'heure pour la conférence qui commencera donc à 8h30 pile poil. Et les émargements ouvrent dès 8h moins le quart. Alors si vous faites la fête ce soir, j'espère que vous êtes résistants et résistantes. Parce que du coup, on vous attend à l'heure demain matin. Pour comprendre les ateliers, il y a une petite page d'explication dans les livrets du participant. Je vous invite vraiment à les lire, ça gagnera du temps sur le déroulé des ateliers. Et pour finir la journée, je vous demande d'accueillir Oups, s'il vous plaît.